Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. La complexité est la chose la plus facile à laquelle nous pouvons tous accéder. C'est entre autres de ce paradoxe dont nous parle Lambros Koulibaratsis, philosophe, dans l'entretien que nous vous proposons aujourd'hui. Un entretien dans lequel il sera notamment question de démocratie et d'universalisme des valeurs, une interview que vous propose Jean Cornil et le Centre laïque de l'audiovisuel. Nous sommes aujourd'hui devant la faculté de philosophie et lettres de l'Université libre de Bruxelles. Pourquoi? Parce que je vous propose une rencontre avec Lambros Koulibaratsis. Lambros Koulibaratsis a été professeur de philosophie de l'Antiquité et du Moyen-Âge pendant des décennies dans cette université. Mais c'est aussi un penseur des enjeux contemporains. Et dans ce cadre, il vient de publier un magnifique essai intitulé « La philosophie face à la question de la complexité ». Je vous propose de m'accompagner chez Lambros Koulibaratsis. Lambros Koulibaratsis, un tout grand merci d'avoir eu la gentillesse de nous accueillir chez vous, ici à Bruxelles. Vous venez de publier 2 livres sur la complexité, la philosophie face à la complexité, le grand enjeu du XXIe siècle. Comment est-ce qu'en dans un parcours aussi passionnant que le vôtre, passe-t-on d'un spécialiste d'Aristote à la question centrale aujourd'hui de la complexité? La première raison, c'est que j'avais fait un parcours dans la philosophie ancienne puis médiévale qui m'a fatigué finalement. J'avais l'impression d'être incapable d'apporter quelque chose de nouveau. Je me suis dit à un certain moment, est-ce que c'est pas plus intéressant de s'occuper des choses actuelles? Et c'est comme ça que j'ai commencé avec la proximité, la souffrance. Et puis à partir de ce travail, j'ai pris conscience de l'importance de la complexité. Et ce n'est pas par hasard, c'est que j'avais commencé depuis les années 80 déjà à penser la complexité en dehors de la science, contrairement à ce que faisaient les autres, et au niveau du mythe, et au niveau de la métaphysique. Et donc ça se rejoint. Et à un certain moment, j'ai pensé de faire une étude sur la complexité en tant que complexité, et non pas seulement la complexité scientifique. Comment est-ce que la complexité peut aujourd'hui nous aider à nous orienter dans ce monde? Je dirais d'abord, paradoxalement, la complexité est la chose la plus facile à laquelle on peut accéder. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Parce que la connaissance déjà de soi-même, si on veut la prendre au sérieux, on se rend compte qu'on se connaît très peu soi-même. Je ne connais pas mon visage sans miroir, je ne connais pas mon corps, je ne connais pas mes organes, je ne connais pas mon mode psychique. Finalement, on se rend compte que nous sommes beaucoup plus complexes qu'on le croit. Et nous avons, en général, l'idée qu'on se connaît soi-même, alors que c'est tout simplement une configuration de connaissances, et non pas la véritable connaissance de soi. Bon, la même chose, le monde lui-même, et chaque objet qu'on utilise, si on essaie de le penser intuitivement à partir de sa provenance, et comme une petite bouteille d'eau en plastique, on voit que le plastique, et il faut connaître un peu de chimie, il provient du pétrole, il y a tous des processus, l'eau lui-même, c'est de l'eau qui a été travaillée, et finalement on se rend compte que tout ce système scientifique lié à l'économie, finalement, montre qu'un objet lui-même est très complexe. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser la question si aujourd'hui le monde n'est pas complexe, si toute la réalité physique n'est pas complexe, et on peut peu à peu prendre conscience que nous sommes au cœur d'un monde complexe. Et la question est de savoir comment maîtriser ce monde complexe, d'où l'intérêt de la question. Parce que vous dressez un panorama absolument passionnant de toute l'histoire de la philosophie, de toute l'histoire des sciences au travers de la pensée archaïque, au travers, je dirais, des sciences modernes. Et vous aboutissez à un concept que je voudrais bien que vous puissiez, je dirais, élucider, qui est le concept de simplexité.
Comment est-ce qu'on peut combiner des principes simples pour l'ensemble de la population et en même temps l'incroyable et infinie complexité du monde? Ce que j'ai constaté, c'est que d'abord, grâce à Lévi-Strauss, on a compris que le monde archaïque n'était pas aussi simpliste qu'on le croyait, que c'est un monde avec une rationalité et avec une logique. Et à partir de là, j'ai étudié ce monde archaïque et j'ai constaté que c'est un monde profondément complexe. Et le paradoxe, c'est que c'est la philosophie grecque qui a simplifié le monde. Avec la science, la logique, elle a simplifié le monde. Le système politique a beaucoup simplifié avec la démocratie. On a simplifié le monde, alors qu'on avait des cités avec différents systèmes politiques. Et je me suis dit, mais c'est assez curieux. On est parti de la complexité, du monde complexe, où le visible et l'invisible était la réalité même, mais un invisible habité par des dieux, des démons, des morts. Et puis on est passé imperceptiblement, en simplifiant, on est passé à deux moments de simplification presque absolue, qui était la physique de Newton, qui est la physique la plus simple, paradoxalement, et qui nous a permis de comprendre le réel, et ensuite la logique binaire qui a fait l'informatique, nos ordinateurs. Et je me suis dit, c'est paradoxal, on a simplifié, puis tout à coup, la science moderne découvre la complexité, grâce à la microphysique, visible, invisible, mais différent. D'autre part, la société elle-même garde beaucoup, grâce aux religieux, à cause du religieux, le visible et l'invisible. Et je me suis dit, on est parti de la complexité, on a simplifié, on est revenu à la complexité. Mais la question est de savoir, est-ce que cette simplification était suffisante? Morin a dit que simplifier, c'est quelque part une erreur, d'une certaine façon, dans notre explication du monde. Et cette erreur, il a voulu la corriger. Moi, je suis plutôt d'avis avec certains auteurs américains, ou bien aussi certains Français comme Alain Berthoz, qui a inventé un peu ce mot de simplicité, qu'il faut redécouvrir la simplicité, mais en tenant compte de la complexité. Mais on n'utilise plus le terme simplification ou simplicité, on utilise un nouveau terme qui est simplexité. Moi, j'utilise beaucoup le terme de configurer, parce que le terme de configurer, c'est un peu la simplexité, mais dans le sens où je peux aussi défigurer, je peux réfigurer, je peux transfigurer, donc on peut jouer un peu plus sur des nuances que le terme de simplicité n'aide pas toujours. Mais je crois que le terme de simplicité signifie ceci: nous avons pris conscience de la complexité, il faut à tout prix simplifier, parce que sinon on ne peut pas vivre sans ces simplifications, mais il faut que ces simplifications ne soient pas identifiées au réel, qui tiennent compte de ces complexités, et c'est pour ça que c'est mieux d'utiliser un néologisme, pour mieux faire voir la spécificité de cette simplification nouvelle. C'est un peu ça le sens. Vous parlez des religions. Aujourd'hui, c'est le triomphe d'une certaine manière, malheureusement, du fanatisme, du dogmatisme, de l'intégrisme, donc la simplification absolue, je dirais même des populismes ou des nationalismes. Comment ce petit pourcent de non-croyants ou de libres penseurs qui pratiquent le libre examen, comment est-ce que la complexité, comme concept pour orienter sa vie, l'action de la cité, le gouvernement des hommes, comment est-ce qu'il peut être un opérateur intéressant pour essayer que petit à petit, la libre pensée, face à 99 qui sont décroyants, puisse un tout petit peu augmenter son intensité dans le monde? Nous avons eu l'impression, à juste titre, que la science, à partir des Lumières, allait apporter des progrès énormes, que cette science allait nous émanciper véritablement des superstitions, des préjugés, ainsi de suite, ce qui est vrai. Pour moi, la science est émancipatrice, on peut dire tout ce qu'on veut, elle est émancipatrice, mais il s'est passé ceci, que plus la science progresse, plus elle devient difficile pour l'ensemble de la population. Sur les 6 milliards 500 millions de personnes, très peu connaissent cette science. Et donc, elle devient de plus en plus opaque. C'est paradoxal que la chose qui émancipe l'homme devient la chose la plus opaque. Ce qui veut dire qu'elle laisse un espace énorme à la religion, à ce qui est le plus simple, à ce qui est le plus proche de chacun, dans sa culture, dans ses traditions. Donc, tout comme la plupart des peuples de la planète sont nés dans ces religions, 2 milliards de chrétiens, plus d'1 milliard de musulmans, plus les bouddhistes tous, ça représente une majorité. Mais ces gens-là ont une proximité avec leur religion, ils n'ont qu'une prise sur la science, et dès lors qu'ils ne maîtrisent plus la science, ils rentrent dans le religieux. Et donc on avait cru que la religion allait disparaître, eh bien c'est le contraire, elle devient plus puissante. Et dès lors que le réel devient plus complexe au niveau politique, au niveau économique, au niveau de la techno-économie, plus les gens
ont une certaine angoisse face à cette réalité, plus la religion reprend le dessus. Et comme elle simplifie finalement, parce que tous les principes de la religion sont très simples, on valorise une simplification qui aide à mieux vivre par rapport à sa propre existence. Et là, nous avons tous les paramètres pour créer un fanatisme et un certain dogmatisme au détriment justement de la libre pensée qui était la clé, et non seulement de la science, mais aussi de la victoire de la Révolution américaine, de la Révolution française, de la démocratie, parce que nous avons deux chemins. Un politique qui a été la Révolution française et américaine, et l'autre la science. Bon, ces deux grandes valeurs de notre civilisation subissent d'une certaine façon actuellement une sorte, je ne dis pas de défaite, mais en tout cas une sorte de difficulté. Elles ont une grosse difficulté de s'imposer. Donc la libre pensée, et comment elle peut réagir, c'est que même si on est pratiquement les libres penseurs ou bien les laïcs, nous représentons qu'1% de cette population, ça ne veut pas dire que démocratiquement, nous sommes minoritaires. Parce que nos valeurs, c'est celles qui ont fondé la démocratie. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Les autres se servent un peu, instrumentalisent ces valeurs. Et donc le danger, c'est de ne pas voir que nous avons la capacité, grâce à la démocratie et la liberté, d'une part, grâce à la science, d'autre part, qui est une valeur universelle, parce que même les religieux acceptent cette science, puisqu'ils l'appliquent de certaine façon. Donc ça veut dire qu'ils prennent ça comme valeur universelle. Et comme elle évolue positivement, nous avons d'une part la liberté et d'autre part la science comme des critères fondamentaux qui nous donnent raison de les défendre. La question est de savoir quelles sont les modalités pour essayer de sauvegarder et de promouvoir ces valeurs. Bien sûr, pour moi, c'est surtout la démocratie et la science, mais c'est aussi, et un point qu'on oublie souvent, c'est que de plus en plus, devant le système économique, il y a aussi beaucoup de problèmes d'inégalité à tous les niveaux. Quand on parle d'inégalité, ce n'est pas seulement une question d'argent, mais l'inégalité au niveau de l'égalité des chances, l'inégalité au niveau de la pauvreté. Et la question de savoir si nos démocraties et la laïcité devra aussi, pas seulement lutter pour la séparation entre le religieux, l'État et l'Église, mais aussi essayer de créer des seuils en dessous desquels on n'accepte pas l'existence humaine. Au nom de la dignité humaine et de la liberté humaine, il y a des seuils, des gens sans abri, des gens en pauvreté, des gens qui n'ont pas de soins médicaux. C'est inadmissible dans le système démocratique. Donc la question, c'est qu'il faudrait créer ces seuils. Et la laïcité doit jouer sur tous les plans, et pas seulement sur le plan purement idéologique au nom d'une lutte contre le religieux. Il s'agit ici aussi d'une lutte qui soit au niveau de la liberté et de la société, donc de la solidarité. Pour une forme de laïcité élargie, je dirais, voilà, amplifiée. Voilà, où la solidarité joue aussi, et l'émancipation humaine, non seulement au niveau de la science, mais l'émancipation au niveau du social. Et sans mettre en question, parce que nous avons une difficulté, est-ce que cela ne met pas en question quelque part l'égalité, hein, parce que ça c'est une grande question, hein, de voir les inégalités, où se trouve l'égalité finalement. On a l'impression qu'elle se trouve nulle part. On parle aussi beaucoup du mérite, le système des concours du mérite, ça aussi ça met en question l'égalité finalement. Mais à ce moment-là, oui, c'est la question d'émulation. Et cette notion d'émulation, il ne faut pas la prendre au sens négatif. C'est une chose, l'émulation, qui est fondamentale depuis l'Antiquité. Avant la naissance de la démocratie, la première émulation, ça a été au moment où les Jeux olympiques sont nés, où on a arrêté les guerres par des trêves et on a mis le sport, l'émulation. Et la seconde étape, c'était la démocratie. La démocratie, c'est l'émulation par la parole au détriment de la violence. De la violence. Voilà. Et Adam Smith a dit cette chose extraordinaire, mais que Marx a refusée, mais il n'empêche qu'elle était très intéressante. Il dit le commerce mondial, parce qu'à l'époque, ils voulaient tous le commerce mondial, et c'est une des raisons, parce que les Anglais n'ont pas accepté ce commerce mondial qui a eu la Révolution américaine. Au niveau. Bon, le commerce mondial, c'était la concurrence, c'était l'émulation au détriment de la violence. Bon, Marx a essayé de montrer que ce n'est pas vrai qu'à cause du système économique, cette concurrence devient violente. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire que le travail de complexité que vous faites, pardonnez-moi les simplifications, c'est d'essayer de concilier à la fois les vertus du libéralisme et les vertus du marxisme? Oui, en tout cas, c'est le but de mon livre. Le but de mon livre, c'est de mettre en évidence les valeurs fondamentales de la liberté. Non pas la liberté seulement qu'on conquête, comme Marx a voulu, parce qu'il y a une difficulté philosophique. Et à partir de quoi on conquiert la liberté? C'est ça la question. Moi, je prends la liberté comme un a priori du seul fait qu'il y a l'humain qui a émergé dans l'histoire, dans l'évolution.
du seul fait qu'il y a conscience humaine qui a émergé. Et ce qui fait nos différences par rapport à l'humanité, à l'animalité, dans l'ensemble de l'environnement vivant, c'est justement cette conscience qui crée la liberté. Et donc, elle est a priori à la base. Mais en même temps, elle est écrasée par l'évolution même des rapports sociaux. Et donc, il faut la reconquérir. Et là, la position de Marx est juste. Mais il faut prendre la liberté comme une condition et comme une valeur absolue. La question, c'est que devant l'inégalité, devant les souffrances humaines, devant la pauvreté, tous ces phénomènes, il faut aussi qu'on fasse des concessions de nos libertés en faveur des autres. Et là, il faut une autre valeur, c'est la souffrance. Il faut tenir compte de la souffrance. C'est votre critère qui limite, je dirais, la liberté. Voilà, et qui limite consciemment. C'est-à-dire qu'on ne perd pas sa liberté, parce que consciemment, je dis librement, je prends la décision de faire des sacrifices au niveau de mes besoins, de ma propriété, de mes valeurs, pour aider les autres. À ce moment-là, je ne suis pas contraint. Et c'est en tant qu'homme libre que j'accepte cette situation parce que je prends comme critère. Bon, et là, le marxisme apparaît au niveau de l'aliénation, mais il apparaît surtout au point de vue du système technico-économique, parce que je crois que Marx, par l'infrastructure, est le premier qui a bien compris le système technico-économique. Son seul problème, c'est qu'en mettant la superstructure dans une limitation extrême, il ne donne pas une garantie pour qu'on puisse agir sur cette infrastructure. Or, aujourd'hui, cette infrastructure, ce sont des puissances techno-économiques. À ce moment-là, il faut effectivement une valeur, une liberté qui puisse agir, c'est la démocratie. Il faut que la démocratie soit autonome, que le politique soit autonome pour qu'il puisse agir sur l'infrastructure. C'est là que je sors un peu du marxisme, en disant que Hegel, avec ses idées, avait tout de même vu quelque chose, la puissance de l'idée. Moi, je dirais la puissance de la liberté pour pouvoir agir sur l'infrastructure. Et c'est ça un peu la synthèse entre libéralisme et marxisme. Voilà. Je reviens sur votre hiérarchisation et sur l'universel. Est-ce qu'on peut dire en vous écoutant qu'au fond, il y a du commun dans le genre humain et que cet universel serait, par exemple, la science, sur le plan des théories de la connaissance, serait sur le plan de la liberté, la raison, la démocratie, sur le plan politique. Dans un débat aujourd'hui où beaucoup mettent l'accent sur le respect des autres cultures, sur le respect de la différence, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est une valeur supérieure, un principe supérieur qui serait l'universalisme et la science et qui ferait que les particularités culturelles propres à chacun, son sexe, sa préférence religieuse, son appartenance régionale seraient secondaires. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette hiérarchie-là ou pas? Oui, de certaine façon, oui, mais en partant aussi du fait que j'ai un respect des cultures. Parce que l'histoire humaine est une histoire des cultures, finalement, et d'une différenciation de cultures, et au niveau géographique déjà, entre la Chine, l'Inde, et l'Amérique, et ainsi de suite. Donc il y a un respect des cultures. Mais comme je tiens compte de la liberté comme condition de chaque culture, même si elle n'apparaît pas à cause de superstitions, de tous les systèmes de la complexité du réel, et la question de la culture est fondamentale. Et je dirais que la culture est plus importante que la religion. C'est-à-dire que je soutiens qu'une même religion peut avoir plusieurs cultures. Je peux être musulman en Inde, ce n'est pas la même chose que musulman maghrébien. Donc ce qui veut dire qu'une même religion se manifeste par plusieurs cultures. Donc c'est la culture qui domine. Bon, la religion n'est qu'un élément de la culture. Je dirais qu'elle est presque privée. Chacun a sa religion. Donc je mets cette idée laïque que la religion est un phénomène privé, véritablement, quoi qu'on en pense. C'est la culture qui est commune. Mais malheureusement, nous avons une multiplicité de cultures. Et la difficulté, c'est comment associer ces cultures, puisque chaque culture cherche son autonomie. À raison, d'ailleurs, je ne critique pas. Mais le problème, c'est que tout dans une culture n'est pas admissible au point de vue de la dignité humaine. Par exemple, l'excision, l'égalité entre hommes et femmes. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas considérer que la différence de culture est un absolu, que je peux accepter la culture telle qu'elle est au nom de la différence. C'est le phénomène de l'apartheid, finalement. On donne à chacun le droit de faire ce qu'il veut. Or, je considère qu'il y a des choses dans des cultures qui sont inadmissibles. Donc, on ne peut pas accepter toutes les cultures dans toutes leurs valeurs, au nom de la dignité humaine. À ce moment-là, on doit chercher qu'est-ce qui est commun chez l'humain qui puisse dépasser, transcender ces différences culturelles.
Et là, il faut construire des valeurs communes. L'égalité, la liberté, ainsi de suite. Et là, les universalités que nous avons, c'est d'abord la liberté, c'est ensuite la science. Parce que la science est admise pratiquement par toutes les cultures, qu'on en dise. Mais il y a l'élément que toute culture admet d'une certaine façon la science comme une valeur. Ne serait-ce que pour une raison simple, ce qui est à la base de la technologie, tout le monde utilise la technologie, même au niveau maléfique, hein, faisant des armes, ainsi de suite. À ce moment-là, on peut dire effectivement, sans faire du scientisme, elle est un modèle sur lequel on peut s'appuyer pour dire une universalité est possible. À ce moment-là, on peut effectivement, sans créer une universalité dogmatique, comme certains ont essayé à partir des Lumières, et de dire qu'on peut créer un monde commun en essayant de construire pragmatiquement entre les différentes cultures des valeurs communes qui transcendent et auxquelles nous nous soumettons. Parmi cela, la démocratie devient, je dirais, le champ central, puisque c'est là que va se faire le débat au niveau démocratique. Et donc, science et démocratie et liberté, pour prendre le fondement de la démocratie, deviennent les critères sur lesquels on peut créer un monde commun. Et la science est première. Et c'est le critère fondamental. Et la science, même si cette vérité scientifique n'est pas en absolu, puisqu'on avance tout le temps dans cette vérité, elle est toujours là pour émanciper l'homme et nous libérer systématiquement de nos préjugés, de nos superstitions. Donc elle est une valeur universelle, fondamentale, et on peut la prendre comme une valeur, faire comme si une universalité était possible, sans dire on prend la science comme seul critère de vérité. D'autant plus qu'elle n'est pas une vérité, puisqu'elle est toujours en recherche de vérité. Donc on ne prend pas dogmatiquement la science, mais on dit la science nous permet de nous libérer justement des puissances techniques qui essaient de s'imposer en instrumentalisant la souffrance humaine au nom de l'argent, hein, au nom d'un profit illégitime ou autre. Donc effectivement, on peut prendre la science. C'est là, je dirais, un peu le fondement originaire de la laïcité d'ailleurs. Hein. C'était que la science était un des critères au détriment du religieux. Oui. Et donc depuis le début, nous avons toujours cela. Mais au fur et à mesure, on a perdu un peu cette valeur de la science. Même chez les laïcs, on ne parle plus beaucoup de cette science émancipatrice. Et probablement parce que dans l'histoire des sciences, finalement, la technique est venue comme un élément perturbateur. Hein. Elle a perturbé un peu cette autonomie. On a cru que la technique dominait la science, l'économie dominait la science. Donc ce sont des puissances qui dirigent la science. Donc on a perdu le caractère émancipateur, alors qu'il est toujours là. Et deuxièmement, c'est parce qu'on en a fait une culture. Beaucoup disent que la science est une culture parmi d'autres. Or, ce n'est pas vrai. On ne peut pas comparer la science, par exemple, avec l'art et la littérature. C'est deux valeurs différentes, mais la science, tout de même, elle est profondément émancipatrice. On peut dire tout ce qu'on veut, mais elle progresse tout le temps. L'art nous apporte un autre type de liberté. Un autre type, et la littérature nous apporte un autre type de liberté, avec beaucoup de fiction d'ailleurs. Tout à fait. Avec beaucoup de fiction. Donc on ne peut pas les mettre sur le même plan. Ce ne sont pas des cultures différentes. La science est quelque chose qui est absolument autonome. Vous êtes très attentif à tout ce qui se passe en Grèce. Est-ce que la décision dans la Grèce antique au VIe siècle avant Jésus-Christ prise par le sage Solon d'effacer la dette grecque de l'époque peut résonner aujourd'hui chez vous dans l'analyse du rapport, je dirais, entre les obligations prônées par la Commission européenne et la situation de la Grèce moderne? Dans mon histoire de la philosophie et dans plusieurs textes, je fais allusion souvent, bien avant les crises, donc je parle des années 80-90, je parlais toujours de Solon et de cet acte extraordinaire de la suppression des dettes des paysans qui avaient hypothéqué leur corps, finalement, hein, au nom des dettes. Bon. Donc il a supprimé les dettes. Et donc c'est un acte historique et majeur. Je dirais que probablement ça doit être l'horizon de beaucoup de choses dans nos sociétés, parce que ce n'est pas seulement les dettes des États, c'est les dettes aussi des gens. La difficulté, c'est qu'à l'époque, le système était simple. C'était simple. Et Solon a pu faire deux actes. Il a fait cet acte d'émancipation politique, mais il avait fait aussi un acte d'émanciper l'ordre politique des dieux. C'est-à-dire que c'est le premier qui a séparé. Les dieux s'occupent de leurs affaires et les hommes des leurs. Là. Donc c'est un acte historique d'autonomie absolue. Et c'est ça qui a donné peu à peu la démocratie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système techno-économique extrêmement complexe, où 60% du système économique est immatériel. Et ce sont les finances. Et cela pose des problèmes énormes
Parce que dès lors que les finances sont à la fois présentes et nécessaires, elles pervertissent aussi le système avec des produits toxiques. Et donc ça devient aussi un jeu spéculatif. Et ce n'est pas seulement un système d'investissement. Et nous avons tous profité un peu de ce système puisqu'on emprunte pour nos maisons. C'est-à-dire que c'est un système qui a valorisé la société. On a pu consommer avant de payer. Bon, c'est tout de même un renversement historique assez important. Donc le monde est très complexe là-dessus. Et la question de l'endettement est plutôt des choix économiques qu'on a fait à un certain moment, qui étaient sans doute justifiés, avec des théories comme celle de Keynes et d'autres. On a dit pour faire des investissements, l'État doit faire des travaux publics, et ainsi de suite. Mais on n'a pas vu que le système est un système sans prévisibilité, un système incertain. Donc ce désir de la Grèce est de supprimer sa dette, bon, ou bien en tout cas, je dirais, c'est une nouvelle position, parce qu'au début c'était supprimé, et puis bon, c'est plutôt la restructurer. Bon, c'était la position du gouvernement précédent et maintenant du nouveau gouvernement. Et c'est une bonne idée. Et la difficulté, c'est que la Grèce, on lui a déjà fait le cadeau d'une partie de la dette. C'est tout de même plus de 200 milliards, c'est beaucoup d'argent. Et ce sont les privés qui ont payé. Maintenant, la dette est aux mains des États. Et les États contrôlent mieux maintenant cette situation. Et donc, la Grèce doit se soumettre non plus aux privés, que c'était plus facile de jouer avec eux, qu'ils avaient peur de perdre de l'argent. Et ce sont les États. Donc, il y a une difficulté. L'idée de Solon, elle est grandiose, mais elle est difficilement applicable dans un monde technico-économique extrêmement complexe. Espérons que, en tout cas, ce sera un des horizons futurs pour les pays endettés dans le monde, oui, pour les familles endettées, et parce qu'il faudrait à un certain moment qu'on sorte de ce piège des endettements. C'est pour ça que dans mon livre, à la fin, j'étais assez rapide. J'ai ébauché une idée en disant il faut que les États ne s'endettent plus, il faut faire en sorte que ce soit le privé qui investisse. Qu'il faut que le privé investisse au lieu de mettre l'argent dans les paradis fiscaux, tout ça, qu'on donne les moyens qu'il y ait un investissement pour que les États gardent leur autonomie économique pour qu'ils puissent faire des choses beaucoup plus positives dans des coopérations pour avancer et non plus avoir une politique systématiquement comment on va payer nos dettes. Parce que c'est là qu'on est rentré maintenant. C'est-à-dire qu'on est soumis dans une aliénation, je dirais, ethnique et non plus individuelle. C'est l'État en entier qui est aliéné finalement. Et ça, c'est peut-être qu'il faudrait changer d'option. Lambros Kouloubaritsis, un tout grand merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.